Soyez les bienvenus sur ce plateau de KTO pour notre rendez-vous hebdomadaire Face aux chrétiens, émission en partenariat avec La Croix, avec Radio Notre-Dame et le réseau des radios RCF. Alors nous accueillons aujourd'hui Guillaume Pelletier. Guillaume Pelletier est vice-président, premier vice-président des Républicains, député de Loir-et-Cher, et il a déjà derrière lui une longue carrière politique. Bonjour Guillaume Pelletier. Bonjour. Alors, je disais que vous aviez une longue carrière politique. Vous êtes très jeune et justement, vous avez gardé cette image de jeune en politique, peut-être parce que vous avez une parole libre et que les politiques aiment bien ça et les journalistes aussi. Et vous avez maintenant, vous avez essayé de vous implanter dans plusieurs fiefs. Maintenant, vous avez trouvé votre fief électoral en Sologne, dans un petit village d'abord, dont vous avez été maire, un village de 1200 habitants. Et puis maintenant, vous êtes député, vous êtes conseiller régional. Certains disent même que vous pourriez très bien emporter la région et que vous pourriez être président de cette région Centre-Val-de-Loire. Alors soyez le bienvenu pour cette émission. Vous allez être interrogé par trois journalistes, Romain Masneau dans un premier temps, ensuite Alain Baron de RCF, et puis Laurent de Boissieu de La Croix. Alors c'est Romain Masneau qui va commencer, mais on va parler, et j'aimerais bien qu'on parle d'abord, bien évidemment, des Gilets jaunes et puis de cette sorte de révolution d'insurrection populaire, qu'on en définisse un peu les causes avec Romain Masneau de RCF. Et comment vous expliquez, c'est ma première question, comment vous expliquez que personne n'a vu venir ce mouvement insurrectionnel? Pourquoi? Voyons les causes. Pourquoi? Les élites. Les élites, mais même les élites politiques et même les députés, soyons francs, vous ne l'aviez pas vu venir. Je vais être très franc et direct, et vous avez élégamment parlé de ma parole libre. Oui. J'ai un parcours très différent de ceux qui nous dirigent. Je n'ai pas fait l'ENA, je ne suis pas passé par la banque Rothschild, je ne suis pas un héritier en politique. J'ai connu des épreuves, des échecs, et je crois être en lien très profond avec ce que pensent nos compatriotes. Et pour le démontrer, vous pourrez regarder, il y a un peu plus d'un an, à peine élu député de la Nation, j'ai alerté le gouvernement, à l'occasion du premier budget de l'ère Macron, sur les dangers profonds de l'hystérie fiscale qui était en germe déjà dans son premier budget, à travers un symbole tout simple, par lequel nous devons commencer pour expliquer ce qui se passe en France. Le premier budget Macron, c'était 5 milliards d'euros d'impôts supprimés pour les plus fortunés, à travers, entre autres, la question de l'impôt sur la fortune. Et dans le même temps, pour reprendre une expression chère au président de la République, 9 milliards de nouveaux impôts créés pour les classes moyennes, les retraités et les travailleurs. Et dans cette césure, dans ce fossé qui, plus que symboliquement, concrètement, s'agrandissait entre les élites politiques, médiatiques, économiques qui dirigent la France et le peuple français, il y avait les germes de cette gronde devenue fronde et aujourd'hui, hélas, insurrection et explosion. Et donc le rôle des responsables politiques désormais, en conscience, avec gravité, dans le calme, mais avec détermination, c'est d'apporter des réponses politiques à cette crise. On les verra dans un deuxième temps. Romain Masneau de RCF vous pose des questions. Vous avez participé à une manifestation à Romorantin dans votre circonscription, je crois que c'était le 17 novembre. Vous avez même appelé à une fronde des territoires contre, je vous cite, la casse sociale d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous maintenez cet appel? Est-ce que, compte tenu du climat aujourd'hui dans le pays, est-ce que ce n'est pas jouer avec le feu? Il y a deux choses très différentes que les Français comprennent bien. Je suis fondamentalement, intellectuellement, et encore plus avec le temps qui passe, un partisan farouche de l'ordre juste. Je suis du côté de l'ordre. Je crois en l'autorité. Et je souhaite évidemment que nous puissions châtier les casseurs, celles et ceux qui, dans la violence, s'en prennent
aux symboles de la France et de la République. Je pense en particulier à ces images inacceptables de l'Arc de Triomphe il y a quelques jours. Je suis du côté de l'ordre. Mais je suis aussi du côté de la justice. C'est-à-dire de cet idéal français qui commande que toutes celles et ceux qui font des efforts soient enfin récompensés. Oui, Emmanuel Macron est le président des inégalités, des injustices, injustices auxquelles se sont ajoutés aujourd'hui tous les désordres, ce qui est évidemment gravissime. Et depuis 18 mois, la politique qu'il mène est une politique inédite de casse territoriale, mépris profond des territoires, baisse des dotations pour 22 000 communes de France sur 36 000, suppression de 1097 classes dans les écoles rurales, c'est la réalité que nous vivons dans nos territoires, et de casse sociale, à l'instar de ce que j'exprimais à l'instant, sur une politique fiscale qui est, ça n'est pas le premier, mais ça a été aggravé, à destination des profiteurs, du haut et du bas, oubliant au milieu l'immense cortège des travailleurs, des classes moyennes, des familles, des retraités qui veulent travailler, qui travaillent ou qui ont travaillé et qui sont pénalisés. Vous critiquez beaucoup le gouvernement et Emmanuel Macron, c'est naturel, vous êtes dans l'opposition. Est-ce que ce n'est pas quand même les Gilets jaunes le résultat d'années, voire de décennies d'inaction des politiques, des présidents successifs vis-à-vis de la France rurale, périurbaine, comme on dit aujourd'hui ? Évidemment, c'est naturel. C'était pas si naturel que ça il y a 1 an et demi, et j'étais un peu seul, avec quelques collègues parlementaires, à m'inquiéter, je l'ai dit, de la vision et des politiques qu'Emmanuel Macron et son gouvernement incarnaient. Donc ça devient peut-être aujourd'hui plus populaire, plus majoritaire, mais nous étions bien seuls à alerter de ces dangers il y a 1 an et demi, premièrement. Et donc, c'est le fruit de notre cohérence et de notre constance. La droite a une part de responsabilité quand elle était au pouvoir, c'est une sédimentation très ancienne ? Ça fait plusieurs décennies, et j'ose même le dire plusieurs siècles, que la France est dirigée par ce qu'à juste titre Jean-Louis Borloo appelle les fermiers généraux de Bercy, c'est-à-dire la haute administration, les hauts fonctionnaires, des gens qui n'ont pas la légitimité du suffrage et qui décident à la place des responsables politiques. Le grand enjeu pour ma génération, au nom de la souveraineté du peuple, dont nous tirons notre légitimité, c'est de faire que le pouvoir retrouve le pouvoir, que le pouvoir politique, dans la noblesse de son engagement, dompte à nouveau les pouvoirs de la finance, du marché, de la haute administration, de la technocratie. La cause profonde de ce qui se passe aujourd'hui en France, c'est que les Français voient bien que celles et ceux qu'ils élisent de manière régulière sont de manière aussi régulière dépossédés par manque de courage, par aveuglement, des pouvoirs qui leur sont confiés. Et on pourrait multiplier les exemples, oui, depuis des décennies, à quelques exceptions près. Je ne veux pas, moi, mettre à égalité M. Macron, M. Hollande et M. Sarkozy. Pourquoi ? Nicolas Sarkozy avait pris la mesure du danger. Nicolas Sarkozy, malgré la crise financière mondiale qui s'est abattue sur la France, l'Europe et le monde tout entier, dans ses premières dispositions de l'été 2007, prend des mesures courageuses visant à valoriser le travail. Chacun se souvient en cet instant des heures supplémentaires défiscalisées qui furent la réforme la plus populaire de ce quinquennat, mesure abandonnée immédiatement par un duo, François Hollande et Emmanuel Macron. N'oublions pas qu'Emmanuel Macron est le fils politique de François Hollande, dont il fut le secrétaire général adjoint de l'Élysée dès 2012 et le ministre de l'économie à Bercy en milieu de quinquennat. Donc, qu'il y ait une responsabilité collective de celles et ceux qui ont dirigé avant, oui. Je ne m'en sens pas comptable. Moi, je viens d'être élu parlementaire, vous l'avez dit, il y a 18 mois. Mais la vérité et la réalité, il est trop facile pour ce gouvernement de s'exonérer de cette responsabilité. Ceux qui ont été à la cause de cette crise profonde par leur politique profondément injuste, c'est le gouvernement d'Emmanuel Macron. Quels sont les facteurs aggravants de ces deux France qui s'éloignent, celle des métropoles, celle rurale et périurbaine ? C'est la disparition progressive des services publics, des petits commerces dans les centres-villes, c'est le pouvoir d'achat ? J'ai, dans un certain nombre de textes et de tribunes, pour porter et tracer une perspective et incarner une vision, essayer de
d'expliquer ce en quoi je crois, ce que j'appelle moi le travaillisme. Le travaillisme, c'est... À la française, comme à la disait française, Jacques comme Chirac. disait Jacques Chirac, en 1976, en octobre 1976. Votre année de naissance. Exactement. Le travaillisme, c'est simple. C'est de dire, je veux défendre la France du travail, qui va si mal, et je veux remettre la France au travail. La cause première de cette crise, outre sur la partie technique, comme je l'expliquais, la prise de pouvoir par les fermiers généraux et les hauts fonctionnaires, sur le plan politique, c'est le refus de nos dirigeants de récompenser la valeur travail. Au fond, depuis des décennies, certains gouvernements ont avantagé les profiteurs du haut. Je pourrais prendre quelques exemples. Prenons-en un ou deux. Savez-vous que depuis 11 ans, et j'y étais hostile, un gouvernement de droite, et je le regrette, a privatisé les sociétés d'autoroutes. Ces sociétés d'autoroutes, depuis 11 ans, c'est plus de 15 milliards d'euros de dividendes distribués aux actionnaires dans un système de rente et de monopole. C'est inacceptable. C'est injuste. Il faut y mettre fin. Profiteurs du haut. On peut, je vous arrête là-dessus, Oui. parce que c'est intéressant. On peut y mettre fin, ça coûterait très cher à l'État, mais vous souhaitez qu'on mette fin à cette privatisation des autoroutes ? On peut toujours mettre fin à une mauvaise idée, une mauvaise réforme. C'est la noblesse de l'engagement politique. Un homme politique qui vous dit « je suis prisonnier d'une logique financière, d'une logique comptable, d'une logique institutionnelle qui m'échappe » est un responsable politique qui nie même les fondements de sa vocation. Bien sûr que c'est compliqué, bien sûr que ça ne peut pas se faire en quelques heures, mais imposer aux sociétés d'autoroutes, à travers l'autorité de l'État, une menace, par exemple, qui les inquiéterait profondément, d'un gel, que j'appelle de mes voeux, des hausses de prix des péages. Rendez-vous compte qu'en plus de ces dividendes, c'est 20% de hausse des prix des péages ces 10 dernières années, et à nouveau un gouvernement qui concède une hausse de 1% pour le 1er février prochain. Donc bien sûr que l'État est en mesure, compte tenu de son autorité, de sa puissance, d'imposer une nouvelle contractualisation aux sociétés d'autoroutes. Ce sont pour les profiteurs du haut. À l'inverse, pour les profiteurs du bas, cette année, j'étais encore avec Nicolas Perruchot, par exemple, au téléphone, tout à l'heure, président du conseil départemental de Loir-et-Cher, on augmente le RSA, mais on impose un blocage des salaires. Quand le peuple français voit que sont avantagés systématiquement ceux tout en haut et ceux tout en bas, et qu'au milieu, il y a 90% de nos compatriotes qui font des efforts, qui triment, qui, au chômage, tentent de s'en sortir et de retrouver un emploi, qui, travaillant, se voient systématiquement taxés et fiscalisés, qui, ayant travaillé tout au long de leur vie, n'ont même pas la dignité de recevoir une pension à la hauteur de leurs efforts, alors, quand la valeur travail, qui est une valeur fondamentale, quand l'idéal de justice, qui était un idéal fondamental, quand tout cela est bafoué, eh bien, le peuple français se révolte. Vous parliez des décisions économiques du gouvernement, crise économique, crise démocratique aussi. On paye l'affaiblissement notamment des corps intermédiaires, des syndicats qui ne sont peut-être pas assez représentatifs. Oui, on paye bien entendu un manque de réforme. Reparlons de Nicolas Perruchot qui avait commis un rapport très courageux, enterré d'ailleurs par le Parlement, à tort, sur le financement des syndicats et leur absence de représentativité. C'est pas loin de 5 milliards d'euros chaque année de budget cumulé, directs et indirects, pour les syndicats patronaux et salariaux, sans aucun contrôle du Parlement, pour un taux de représentativité extrêmement faible. Bien sûr qu'il faudra réformer tout ça. Moi, je crois, pour être très simple et très clair, je crois en la République, je crois en la démocratie. Je crois en la légitimité du président de la République, de sa majorité parlementaire, et pourtant je n'en fais pas partie. Je demande juste aux responsables politiques d'imaginer, en plus de ces respirations régulières, une autre respiration que j'appelle de mes voeux depuis de très nombreuses années, c'est le référendum d'initiative populaire, ou en tout cas le référendum plus régulier. Moi, je souhaite que chaque année, le président de la République soit contraint, j'ai bien dit contraint, d'organiser une fois dans l'année un référendum sur un ou deux des grands sujets qui préoccupent la société française pour régénérer la démocratie, pour la faire respirer, pour permettre au peuple français de s'exprimer sur des sujets fondamentaux. Et je suis très heureux, par exemple, d'avoir vu que ces dernières heures, par exemple, Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat, a rejoint une proposition que je fais depuis longtemps. Mais vous savez bien que les gens ne répondent pas à la question. Ils ne répondent pas à la question parce qu'on ne leur pose jamais de questions. En France, 1992, Maastricht, 2005,
traité constitutionnel 2 fois en 30 ans. C'est bien insuffisant. Ma conviction, c'est que lorsque la France, outre les élections présidentielles et législatives, outre les élections intermédiaires, lorsque dans notre pays, le peuple français aura l'opportunité, 1 fois par an, sur un sujet fondamental, pas évidemment sur des sujets secondaires, aura l'occasion de s'exprimer, il répondra précisément à la question. Le peuple français ne répond pas toujours à la question parce qu'on ne lui pose jamais la question lorsque cette question mérite une réponse populaire et forte. Le général de Gaulle, vous qui êtes un héritier du gaullisme, le général de Gaulle sait bien qu'on n'a pas répondu à sa question lorsqu'il a fait un référendum et puis il a quitté le pouvoir. Vous savez que c'était un contexte particulier et je suis convaincu que le général de Gaulle, lui, qui à juste titre avait imaginé le suffrage universel direct pour l'élection du président de la République, cette idée de référendum régulier pour permettre au peuple français de s'exprimer, ma conviction, c'est qu'au cœur des institutions de la Ve République, cette idée est une idée gaulliste. On a parlé Romain Masneau de RCF. On a parlé beaucoup du fond. Est-ce que, dans la forme, il y a aussi une part de responsabilité d'Emmanuel Macron, ces fameuses petites phrases, c'est un style présidentiel jugé peut-être distant, voire hautain? Est-ce qu'il y a la forme qui compte aussi? Oui, probablement. Alors, moi, j'aime pas trop la politique politicienne qui consiste à analyser en permanence, quotidiennement, à la minute près, ce que peut dire tel ou tel hors contexte. Ce qui est certain, c'est qu'Emmanuel Macron, par son parcours, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, l'ENA, la Banque Rothschild, le secrétariat général de l'Élysée, la tête de Bercy, pendant 10 années, a sans doute perdu le contact profond avec le peuple français, ce qu'il a d'ailleurs très bien exprimé maladroitement lors d'une interview en pleine itinérance mémorielle, lorsqu'il se réjouissait enfin de pouvoir dormir auprès des Français. Je crois que c'était dans la Meuse, parole très indélicate et très imprudente qui tendait à démontrer que les autres jours et soirs de l'année, il n'était pas avec le peuple français. Et c'est donc, je pense, une erreur d'analyse majeure qu'il a commise de faire croire que la France ne pouvait s'appréhender qu'à l'aune de Paris. Paris est certes la capitale de la France et c'est très bien, mais Paris n'est pas toute la France. À l'aune d'une vision se résumant à la Startup Nation, qui était son expression, ou à l'aune des Français vivant à l'étranger, de Singapour à New York. N'oublions jamais ce chiffre clé révélé par l'INSEE, que j'essaie de populariser depuis plusieurs années, avec François Baroin, par exemple, le président des maires de France. 51% des Français vivent à nouveau dans des communes de moins de 10 000 habitants en France, qu'elles soient périurbaines ou rurales. C'est un chiffre clé pour comprendre la vie quotidienne de nos compatriotes et donc comprendre que la question des carburants et du diesel, que la question du fioul, que la question des services publics que vous évoquiez est une question centrale de vie quotidienne pour nos compatriotes. Et je me veux, moi, le député de la nation, certes, mais le député qui défend cette France des oubliés, cette France périphérique, aujourd'hui majoritaire, et qui s'exprime. Merci. Nous allons marquer une première pause, si vous le voulez bien, dans ce Face aux chrétiens, et puis nous reviendrons, après avoir évoqué les causes de ce malaise exprimé par les Gilets jaunes, nous essaierons avec vous, Guillaume Pelletier, d'en voir les solutions. Qu'est-ce qu'on peut que répondre aux Gilets jaunes? A tout de suite, nous marquons une très courte pause. Nous nous retrouvons pour cette deuxième partie de Face aux chrétiens avec, pour inviter cette semaine, Guillaume Pelletier, qui est député de la Nation, mais élu dans le Loir-et-Cher, et qui est le premier vice-président des Républicains. Il va être interrogé maintenant par Alain Baron de Radio Notre-Dame, et nous allons évoquer, bien évidemment encore le problème des Gilets jaunes, mais essayer d'apporter des solutions, essayer de voir comment ce mouvement peut trouver satisfaction pour que, enfin, on retrouve un peu plus de sérénité dans les carrefours, mais aussi dans le pays, et moins d'incidents comme chaque samedi jusqu'à présent. Alors Alain Baron, de Radio Notre-Dame, c'est à vous. Oui, M. Pelletier, il y a quand même une première question immédiate avant d'aborder les solutions potentielles. C'est est-ce que pour le mouvement de samedi qui est envisagé, est-ce que vous appelez les gens à suspendre ce mouvement, les Gilets jaunes, à suspendre cette manifestation, notamment à Paris? Quelle est votre position pour samedi? Dans une démocratie comme la nôtre, si
l'État n'est pas en mesure de permettre à chacun de manifester de manière paisible et pacifique, c'est particulièrement inquiétant. Premièrement. Je crois que trop souvent dans notre pays, sur cette question comme sur tant d'autres, on s'attaque aux conséquences plutôt qu'aux causes. Soyons intraitables et d'une fermeté absolue à travers nos forces de sécurité et de renseignement avec celles et ceux qui font de la violence l'alpha et l'oméga de leur expression. C'est absolument intolérable et je l'ai dit tout à l'heure, du côté de l'ordre. S'il faut, et si le ministre de l'Intérieur l'estime nécessaire, rétablir pour quelques heures ou quelques jours l'état d'urgence pour donner aux forces de sécurité des moyens supplémentaires, ça peut être une solution. Quoi qu'il en soit, c'est au président de la République, au Premier ministre et au ministre de l'Intérieur de prendre leurs responsabilités, qu'on ne me dise pas que nos forces de l'ordre ne sont pas en mesure d'assurer la sécurité d'un cortège à Paris ou en province. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, je reproche au gouvernement de tenter de faire l'amalgame entre des milliers et des milliers de Français sincères, exaspérés, qui ont voulu exprimer leur colère. Et cette colère est légitime, avec une limite que nous avons toujours portée. Nous, le Parti Les Républicains, nous sommes aux côtés des manifestants, nous comprenons cette colère, nous y avons même des solutions, on y reviendra tout à l'heure, mais bloquer celles et ceux qui travaillent, c'est contre-productif. Et donc je souhaite évidemment, dans un souci d'apaisement, que l'ensemble du peuple français, écoutant d'une part la position du président de la République, enfin de supprimer les taxes sur le carburant, rentre dans une attitude de dialogue simple, sain et apaisé. Mais sans rien renier de leur volonté légitime, la suppression de la hausse des taxes sur le carburant, c'est un symbole, certes nécessaire, mais qui est insuffisant au regard de la souffrance de nos compatriotes. Et j'espère que le gouvernement en a pris la mesure et mettra sur la table un certain nombre de propositions concrètes. Alors précisément, visiblement, cette mesure ne suffit pas. Faut-il aller... Alors, le gouvernement a évoqué aussi le blocage des tarifs EDF, Gaz de France, etc. Faut-il aller plus loin et vers quoi ? Il faut aller beaucoup plus loin, il faut tout remettre à plat. Depuis, nous l'avons dit tout à l'heure, probablement une quarantaine d'années, puisque dans les années 70, rappelons-nous, le nombre de chômeurs était extrêmement faible, la dette n'existait quasiment pas, quant au déficit, ils étaient presque absents. 40 ans après, le résultat des actions des politiques publiques est désastreux. Pourquoi ? Parce que la classe politique a préféré, dans une forme de lâcheté, augmenter les dépenses publiques, et augmentant les dépenses publiques, augmenter les impôts sur les classes moyennes, les retraités et les travailleurs. Nous proposons, et je propose exactement l'inverse. Je l'ai d'ailleurs fait de manière symbolique dans mes territoires. J'étais maire d'une commune rurale, j'étais président d'une communauté de communes. Ce sont des valeurs que j'incarne aussi en tant que président de groupe à la région. Je crois en un nouveau triptyque, un New Deal proposé à la société française, une société gagnant-gagnant, donnant-donnant, en 3 temps. Et en même temps, la baisse des dépenses publiques, je vais y revenir, la baisse des charges qui pèsent sur les salaires et la hausse des salaires et des revenus des Français pour que la valeur travail soit enfin récompensée. La baisse des dépenses publiques tout d'abord. Moi, je propose un plan de 40 milliards d'euros d'économies budgétaires chaque année. C'est inédit. Comment ? Je vous donne quelques exemples, je ne vais pas tout développer en cet instant, on n'aurait pas le temps. Je propose une réforme de plus de 10 milliards d'euros d'économies sur la question des retraites, l'égalité publique-privée des retraites et la fin des régimes spéciaux, au nom de l'idéal de justice. Je propose une augmentation du temps de travail des fonctionnaires en échange d'une amélioration de leur rémunération. Il n'est pas acceptable que la plupart de nos fonctionnaires, qui sont des femmes et des hommes hors du commun, qui servent dans nos territoires en particulier, soient aussi peu rémunérés. Je pense que chacun peut faire un effort. Je plaide pour une réforme drastique du système de l'immigration, avec une réforme de l'aide médicale d'État, 1 milliard d'euros de coûts chaque année, ou un conditionnement d'accès aux aides sociales pour les étrangers à 3 années de résidence et de cotisation, c'est 2 milliards d'euros d'économie. Enfin, autre exemple, je propose un véritable plan de lutte contre les fraudes. Je m'explique. Cela fait 30 ans la fraude fiscale que la droite dénonce, à juste titre, les fraudes sociales, en oubliant la fraude fiscale. Cela fait 30 ans que la gauche, à juste titre, dénonce les fraudes fiscales en oubliant la fraude sociale. Je souhaite qu'on lutte à égalité avec la même fermeté contre ces deux fraudes. 80 milliards d'euros évalués de fraude fiscale chaque année en France, c'est intolérable. 20 milliards de fraude sociale évaluée en France,
chaque année, c'est intolérable. Comment ? D'abord, en renforçant les pouvoirs d'investigation de nos policiers remarquables dans ce domaine. Deuxièmement, en harmonisant les sanctions. Je propose par exemple que tout fraudeur fiscal soit interdit de crédit d'impôt pendant 5 ans et que tout fraudeur social soit interdit d'allocation sociale pendant 5 ans. Selon un certain nombre d'expertises, on sait que sur les 100 milliards de fraude, montant exact du déficit annuel de l'État, une politique de fermeté et d'autorité sur la question permettrait de récupérer probablement 10 milliards d'euros chaque année. Donc un plan d'économie budgétaire de 40 milliards. Sur ces 40 milliards, que les 3/4 soient réinvestis immédiatement dans l'économie par la baisse drastique des charges qui pèsent sur les salaires. Vous le savez, quand un entrepreneur, une entreprise souhaite rémunérer 1 500 € net un salarié, cela coûte 3 000 €, tout compris, de charges sociales, salariales et patronales. Donc on voit bien que cela asphyxie est un frein à l'emploi. Enfin, il faudra, et je le dis bien en même temps, que cet effort considérable qui sera fait pour baisser les charges sur les salaires soit réinvesti à nouveau au service des travailleurs, parce que, j'ose le dire, avec force, contrairement à certains responsables de ma famille politique, mais dans le prolongement de ce qu'incarnèrent tout à la fois le général de Gaulle, avec l'intéressement à la participation, Jacques Chirac, avec la fracture sociale, Nicolas Sarkozy, avec les aides supplémentaires défiscalisées, les salaires en France sont trop bas. Il nous faut donc une politique très audacieuse et très courageuse pour mieux rémunérer et mieux récompenser le travail. Quand vous dites on va faire des économies sur les dépenses publiques, beaucoup de nos compatriotes en province comprennent qu'on va encore réduire les services publics. Et ils ont raison d'avoir cette crainte, c'est ce qui se passe depuis des décennies, oui, et particulièrement avec le président de la République. Et vous avez bien entendu les réformes que je propose, ce sont des réformes uniquement de l'État central. Moi, je ne souhaite plus, on n'en peut plus, de voir un État et une élite politique imposer à la France des territoires, à la France des classes moyennes, des réformes, des efforts que l'État central est incapable de s'appliquer à lui-même, que l'État central montre l'exemple. La question de la réforme des retraites, la question de la fonction publique, la question de l'immigration, la question de la lutte contre les fraudes, ce sont des réformes que l'État lui-même doit imposer. Autre exemple, nous avons découvert par exemple qu'il y a 1 millier de hauts fonctionnaires en France, mieux payés que le président de la République lui-même. C'est absolument intolérable et c'est dans l'ordre du symbole de ce que j'exprimais tout à l'heure, de faire croire à ces gens-là, à travers leur rémunération, que leur pouvoir est supérieur à celui du pouvoir politique. Ayons le courage de ces réformes de l'État central et redistribuons ces efforts, parce que je ne crois pas en une politique des sacrifices. Je crois en une politique de l'effort partagé et récompensé. Il faut que les Français qui travaillent, c'est la valeur centrale que je souhaite incarner et porter, que la valeur travail soit enfin récompensée concrètement. Et la rémunération, c'est la première des récompenses et des gratifications. Le débat a été tranché ce mercredi par le président. Il ne veut pas rétablir l'impôt sur la fortune. Est-ce que ça aurait pu être une bonne idée ? C'est un sujet symbolique, je l'ai dit depuis de nombreuses années, la question de l'ISF. Qu'est-ce que nous avons reproché, et je maintiens mes propos au président de la République, je l'ai dit en propos introductifs, comment peut-on, dans les premières semaines d'un quinquennat, supprimer un impôt pour les plus fortunés et dans le même temps en créer autant pour les classes moyennes ? C'est de l'ordre de l'injustice. Et à juste titre, les Français sont exaspérés. Quelle est ma position sur le sujet ? Chacun la connaît. L'impôt sur la fortune est un impôt idiot, qui coûte plus qu'il ne rapporte, mais qui doit appartenir à l'ordre des symboles. Je m'explique de manière très précise. Je souhaite que soient exonérés de cette fiscalité les propriétaires immobiliers, parce que je crois au patrimoine, je crois en l'héritage, je crois l'héritage patrimonial, je crois en l'enracinement, je crois en la transmission. Je souhaite qu'en soient exonérés toutes celles et ceux qui ont l'audace et le courage, à travers leurs capitaux et leurs moyens, d'investir dans des entreprises françaises. Ça compte, le capital. Par contre, que cet impôt existe pour les spéculateurs, pour ceux qui ont fait de la finance et de l'argent roi l'horizon indépassable de leur engagement, ne me choque en rien. Encore faudrait-il déterminer ce qu'est un spéculateur. C'est un peu flou comme notion. Ah bah, Emmanuel Macron nous y a aidés, puisque vous avez noté qu'à travers la réforme de l'ISF, il a fait exactement le contraire de ce que je propose, puisqu'il a supprimé l'ISF pour les spéculateurs et les détenteurs de capitaux, et il l'a maintenu à travers l'IFI
pour tous les propriétaires immobiliers. Et vous aurez noté que moi je propose exactement l'inverse. Je souhaite que toutes celles et ceux qui sont propriétaires immobiliers ou qui investissent dans l'économie française ne payent pas cet impôt. Mais rien ne me choque, on pourrait aller d'ailleurs beaucoup plus loin. Je souhaite, vous l'avez compris, une contribution exceptionnelle des sociétés d'autoroutes. Je souhaite enfin, je le porte depuis longtemps, que nous taxions les géants du web et du numérique. Je regardais encore les chiffres pour l'année 2017-2018. Les 5 grandes entreprises, les fameuses GAFAM, c'est 530 milliards d'euros à 5 cumulés de chiffre d'affaires, sans aucune fiscalité. J'entends le gouvernement qui s'agite sur la question. Je dis à Bruno Le Maire, je dis au président de la République, soyons courageux, n'attendons pas nos voisins européens pour appliquer une taxe exceptionnelle sur les géants du numérique au nom de la justice sociale et fiscale. Moi, je plaide, vous le savez, pour un maximum de suppression d'impôts et de taxes qui pèsent sur le travail. Une question, Mais tout de même, parce que nous sommes là aussi pour réfléchir sur ce mouvement des Gilets jaunes, à votre avis, quelles pourraient être les décisions qui donneraient satisfaction à toutes ces personnes de classe moyenne qui sont dans les carrefours et puis dans les ronds-points en train de bloquer ou en tout cas en train de filtrer? Quelles pourraient être les décisions qui les convaincraient à arrêter ce mouvement, à votre avis? Je connais, je comprends, je porte leur colère. Donc je sais, je les ai encore reçus vendredi dernier dans ma permanence parlementaire. Les Gilets jaunes, c'est-à-dire à travers eux, la majorité silencieuse du peuple français attend une vision et des propositions. Cette vision, elle est simple, j'essaye de l'exprimer depuis des années et à nouveau devant vous aujourd'hui. Nous ne voulons plus d'un monde dans lequel règne l'argent roi tout en haut, l'assistanat tout en bas. Nous voulons un monde dans lequel règne la récompense de la valeur travail, c'est-à-dire l'exact inverse de ce que font nos gouvernements, premièrement. Ce discours-là ne fera pas arrêter le mouvement. Quand les responsables politiques au pouvoir incarneront cette vision, je peux vous dire que le peuple français se dira il y a un changement radical avec toutes les pratiques anciennes, premièrement. Et il faudra, vous avez raison, des propositions concrètes, celles que je viens d'exprimer, sur une baisse des dépenses publiques liées à l'État central, sur une baisse pour tous les entrepreneurs, les artisans, les indépendants, des charges qui pèsent sur les salaires, et sur une récompense très forte de la valeur travail. Exemple, il nous faut supprimer la hausse de la CSG sur les retraités, qui est intolérable et injuste. Il nous faut supprimer la désindexation des retraites, le gel des pensions, en un mot décidé par le gouvernement. Il nous faut un plan très précis. Je l'ai dit, je le répète, je le maintiens et je suis heureux, malgré les quolibets reçus il y a quelques mois, rappelez-vous, j'étais l'un des premiers responsables politiques à droite, soutenu par Valérie Pécresse, à proposer la hausse des salaires, et en particulier des salaires petits et moyens. Et j'entends, par exemple, le président de la Commission des Finances mardi, à l'Assemblée nationale, Éric Woerth, dire oui, il nous faudra désormais aller vers une hausse des salaires et des revenus. C'est indispensable. Il nous faudra enfin. Nous ne l'avons pas évoqué, mais je peux vous dire que dans les cahiers de doléances, reçus, dans les doléances exprimées, ça revient régulièrement. Le peuple français veut beaucoup plus d'autorité et de fermeté sur les questions migratoires. Oui à l'accueil, c'est notre honneur et notre devoir, des demandeurs d'asile. Non à l'accueil massif de populations que nous ne sommes plus capables d'accompagner et d'intégrer. Il nous faut à ce titre, et j'en finis, c'est ce que je propose, un grand plan Marshall de co-développement avec les pays du Sud pour nous attaquer à la cause des migrations. C'est la misère et la détresse, et c'est à travers un plan Marshall européen que nous pourrons y mettre fin. Alain Baron de Radio Notre-Dame. Oui, vous avez proposé, je crois, une augmentation du SMIC d'au moins 10%. Mais est-ce que c'est réaliste? Est-ce que, notamment vis-à-vis des PME, est-ce que ça sera vite insupportable, non? Bien sûr que c'est réaliste. D'ailleurs, je suis très heureux de voir, là encore, malgré les caricatures d'il y a 6 mois, le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, qui, dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France, mardi matin, sous la pression populaire, a fini par reconnaître qu'il faudrait probablement augmenter les salaires, en particulier le SMIC, mais avec une condition qui est la sienne, qui est la mienne, que j'ai évoquée dès le début, qui appartient au triptyque, baisse des dépenses publiques, baisse des charges sur les entreprises. Ça n'est pas aux entreprises de payer plus, c'est à l'État de faire un effort grâce aux efforts budgétaires qu'il aura supportés, et une hausse des salaires. J'ai d'ailleurs beaucoup plus loin qu'une simple hausse du SMIC. Je propose, vous l'avez compris, une hausse générale des salaires liée à la baisse des cotisations qui pèsent sur ces mêmes salaires. Et je suis heureux, ayant été un peu seul il y a quelques mois en le proposant, qu'aujourd'hui,
Et le président de la République et son Premier ministre commencent à l'évoquer, et le président du MEDEF. C'est indispensable. La France n'en peut plus de voir le travail taxé et fiscalisé. Je vais vous donner un exemple très concret pour que chacun nous comprenne de ce que nous vivons dans nos territoires. Vous habitez à la Motte-Beuvron, commune de ma circonscription. Vous avez à gauche un travailleur au SMIC. Il reçoit aujourd'hui 1 188 € net de revenus. À droite, un allocataire du RSA, locataire de ce logement. Il reçoit 800 € de revenus chaque mois. Sauf que le travailleur au SMIC prend sa voiture de manière obligatoire pour aller travailler. Ça lui coûte en moyenne, chaque mois en France, 490 €, entretien, amortissement du véhicule, carburant, assurance. Le calcul est vite fait. À l'heure où nous parlons, certains cumulent des revenus de l'assistance, permettent de mieux gagner sa vie que les revenus du travail des travailleurs modestes ou des classes moyennes. C'est cette injustice profonde qui est dénoncée par les Français, et c'est à cette injustice que nous devons répondre, et nous devons y répondre avec clarté, à travers une nouvelle vision, que vous avez, je pense, bien identifiée, la baisse des dépenses publiques de l'État central, la baisse des charges qui pèsent sur les salaires et les entreprises, et la hausse des revenus pour celles et ceux qui font l'effort de travailler. Voilà. Quand vous préconisez le gel des tarifs, notamment de péage autoroute et des tarifs publics aussi, on est dans une économie de plus en plus dirigiste, là. Est-ce que c'est le rôle de l'État de faire ça ? Je crois profondément à la liberté d'entreprendre, la liberté de créer. J'aime les entrepreneurs qui prennent des risques et qui, à la hauteur de ces risques, sont récompensés. Mais je crois en l'État, oui. Un État stratège, un État qui régule les injustices. Je ne crois pas en la loi absolue d'un marché qui, de manière autonome, se régulerait lui-même. Ça n'est pas vrai. Je crois en l'économie de marché, je crois en la liberté, je suis de droite et fier de l'être, mais je crois, puisque je pense que ceux qui nous écoutent ont cette sensibilité, je crois de manière très profonde, historiquement, politiquement, intellectuellement, en l'équilibre que la doctrine sociale de l'Église elle-même avait mis en œuvre au XIXe siècle, cet équilibre entre la liberté et la justice, entre l'ordre et la justice, et je crois que c'est dans cette alchimie subtile, qui n'a jamais été incarnée à la tête de notre pays, que nous pourrons réconcilier les Français avec eux-mêmes et avec notre pays. Merci Guillaume Pelletier de ce plaidoyer. Et nous allons marquer une nouvelle pause dans ce Face aux chrétiens et nous parlerons ensuite avec lui, avec Guillaume Pelletier, de son parti et puis aussi des élections à venir, les européennes, puis les municipales. Nous marquons une très courte pause. À tout de suite. Nous nous retrouvons pour cette troisième partie de Face aux chrétiens, cette émission organisée en partenariat avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Et nous avons comme invité Guillaume Pelletier, qui est député de Loir-et-Cher et qui est aussi, surtout peut-être, premier vice-président des Républicains. Alors nous allons parler justement avec lui de son parti, des Républicains, de son positionnement actuellement. Et dites-moi, Guillaume Pelletier, on a eu l'impression que quand même si Laurent Wauquiez est allé rencontrer des Gilets jaunes, on a eu l'impression que vous étiez un peu gêné par ce mouvement, que vous incarniez pas beaucoup les propositions qui étaient relayées par les leaders de ce mouvement. Est-ce que vous n'êtes pas un peu gêné aux entournures par ce mouvement-là qui échappe au parti et au vôtre en particulier ? Moi, je ne me suis pas du tout senti gêné, puisque, comme je vous l'ai dit, seul ou avec quelques amis dans le désert il y a 1 an et demi, nous avons été parmi les premiers à dénoncer les dangers de la politique, entre autres de l'hystérie fiscale d'Emmanuel Macron. Oui, mais depuis qu'il a commencé ce mouvement, tout au long de ce mouvement, on ne peut pas reprocher ou à Laurent Wauquiez, ou à Damien Abad, ou à Christian Jacob, ou à moi-même, de ne pas, médiatiquement, et sur le terrain, dans nos territoires, d'être à leur côté, avec cette exigence et cet esprit de responsabilité. La colère, elle est légitime, nous devons y apporter une réponse. Les violences sont inacceptables. Et vous avez bien vu que le système médiatique a plutôt, ces derniers jours,
poser un focus sur les violences que nous dénonçons avec autorité. Et c'est pour ça que je le dis, je le répète, les violences doivent être éradiquées et les casseurs châtiés, c'est incontestable. Mais il ne faudra pas croire que parce que les manifestations s'arrêteront, la colère s'éteindra. Il faut une réponse politique à la hauteur d'un pays qui est au bord de l'explosion, et cette réponse passe par un changement radical de politique, tel que je l'ai exprimé à l'instant, et qu'avec Laurent Wauquiez, nous portons. Alors, c'est Laurent de Boissieu-Delacroix qui poursuit l'interrogatoire. Laurent. Ce n'est pas un interrogatoire, ce sont des questions que nos téléspectateurs, auditeurs se posent. Vous avez dit tout à l'heure qu'il est quand même, je ne sais plus, vous n'avez pas parlé de mot fou, mais dingue qu'en démocratie, on ne puisse pas assurer la sécurité d'un cortège. Mais vous savez très bien que ceux qui appellent à manifester à Paris, à venir à Paris, ne déclarent pas de manifestation et disent qu'il faut marcher sur l'Élysée. Est-ce que vous condamnez cela ? Évidemment, mais je maintiens ce que j'ai dit. Ne nous faites pas croire que nos services de renseignement, qui sont parmi les meilleurs du monde, ne connaissent pas précisément les noms et adresses de celles et ceux qui ne respectent rien. J'ai noté d'ailleurs que l'on... rien, parce que tous ceux qui montent à Paris ne respectent pas l'obligation de déclarer une manifestation. Les casseurs et les meneurs sont des gens irresponsables qui ne respectent rien et qui, à ce titre, doivent être châtiés. J'ai noté qu'ils doivent l'être en amont, et je regrette que le ministre de l'Intérieur ne fasse rien en amont, et pendant et à l'issue des manifestations. Vous avez noté qu'à travers le travail remarquable des forces de l'ordre et un grand nombre d'interpellations, avez-vous suivi les proportions de condamnation ou de comparution immédiate? C'est hélas dérisoire. Nous sommes dans un pays, dans ce domaine comme dans tant d'autres, où les forces de sécurité, police et gendarmerie, effectuent un travail remarquable, et je suis à leur côté, mais où trop régulièrement, le système judiciaire français est un système qui manque d'autorité et de réactivité. Prenons un exemple. Avec nos amis sénateurs et députés, nous avons proposé un certain nombre de lois anti-casseurs sur des comparutions immédiates, sur des peines planchées, c'est-à-dire des peines automatiques liées à des menaces ou à des violences, et que le gouvernement, non seulement n'a pris en compte aucune de nos propositions, mais qu'aujourd'hui s'étonne et s'inquiète en disant « qu'allons-nous faire ?» Nous savons qu'il faut faire. Il faut faire preuve d'une fermeté implacable. Une autre question avant de parler des élections européennes. Tout à l'heure, vous avez parlé de référendum régulier, qui serait un peu obligatoire pour le président de la République, qui devrait absolument convoquer les Français pour leur poser des questions. Quelle devrait être la conséquence si les Français répondent non au président de la République, leur a posé une question sur une réforme qu'il veut mettre en place? Eh bien que la réforme ne voit pas le jour. Et absolument pas, comme on a pu l'entendre ici ou là, un départ du président de la République ou une obligation pour son gouvernement de démissionner. Qu'on entende bien ma proposition. Je crois aux institutions de la République. Je crois à la légitimité du suffrage universel et donc du président de la République. Je dis juste que dans un pays comme la France, si fracturé et si fragmenté, dans un monde mondialisé où tout va si vite, il est indispensable, une fois par an, de rendre la parole au peuple français. Et que vous verrez que le peuple français étant un peuple sage, il répondra précisément quand il comprendra avec le temps et dans le temps qu'on l'associe à des décisions importantes, il répondra à la question. Ça se passe dans d'autres pays du monde. Bien sûr que la Suisse n'est pas la France. Mais la Suisse, par exemple, par ses référendums populaires réguliers, a pris l'habitude de consulter le peuple suisse qui, dans cette perspective, s'exprime. Et vous n'avez pas un gouvernement qui change semaine après semaine. Je crois en la souveraineté du peuple. Je crois donc en la durabilité de nos institutions, en la légitimité des représentants choisis par le peuple, mais nous ne nous exprimons et nous ne votons au quotidien qu'au nom du peuple français. C'est le peuple français qui est souverain et qui, à ce titre, doit être associé à la politique et à la démocratie de manière plus régulière. Laurent Boissieu-Delacroix. Question liée à la souveraineté, d'ailleurs, les élections européennes, c'est le prochain scrutin qui arrive en mai 2019, l'année prochaine. Il y a deux lignes qui sont bien audibles et perceptibles et cohérentes. Il y a le Rassemblement national de Marine Le Pen qui veut revenir à la souveraineté nationale française. D'un autre côté, il y a Emmanuel Macron qui, lui, veut faire un sorte de saut, de basculement dans une souveraineté européenne. Entre les deux, est-ce qu'il y a la place pour une autre alternative audible et crédible et cohérente? C'est d'ailleurs cette troisième voie qui est la plus crédible.
Et parce qu'elle est la plus crédible et donc la plus subtile, elle prend du temps à être exprimée. Vous avez raison. Aujourd'hui, les Français, je le regrette, croient n'avoir le choix qu'entre la fuite en avant d'Emmanuel Macron et la marche en arrière des extrêmes, et en particulier de Mme Le Pen. En un mot, chacun reconnaît que l'Europe est dans une crise profonde. Emmanuel Macron propose de continuer comme avant, et c'est une erreur. Et Mme Le Pen propose de quitter l'Europe, voire d'abandonner l'euro, ce qui est une erreur aux conséquences économiques et sociales très douloureuses pour les plus démunis et les retraités en particulier. Autrefois, c'était votre ligne personnelle, donc vous reconnaissez que vous étiez trompé à l'époque ? Je le dis, et j'assume d'ailleurs totalement, vous le savez, d'avoir voté non au traité constitutionnel européen de 2005. Pourquoi ? Parce que j'ai considéré, tout en étant profondément, comme toute ma génération, européen et attaché à l'Europe, que l'Europe, depuis 1992, j'avais 15 ans, s'est fondée sur une hyper-technocratie, une hyper-structure, un mépris des peuples et un ultralibéralisme intérieur et extérieur qui allait conduire à sa perte. J'avais raison, nous avions raison. Celles et ceux qui, en 92, j'étais trop jeune peut-être pour voter, mais je participais en tant que militant à cette campagne, tous ceux qui, comme Philippe Séguin, avaient mis en garde la construction européenne, avaient raison. Toutes celles et ceux, et le peuple français avec eux, qui, en 2005, ont mis en garde les européistes sur ces dangers, avaient raison, nous le payons aujourd'hui. Mais là où j'ai évolué avec le temps, grâce aussi à ce qu'incarna Nicolas Sarkozy, c'est que nous ne pouvons pas simplement être dans une opposition entre la France du oui et la France du non. Le devoir d'un responsable politique, c'est de réconcilier. Et comment on peut réconcilier ? À un moment, il faut trancher. Nicolas Sarkozy, le premier, disait qu'au sein de RPR à l'époque, à force de vouloir concilier les contraires sur l'Europe, on arrivait à dos tiède et finalement à ne rien proposer. Est-ce que ce n'est pas le risque que LR court aujourd'hui ? C'est le risque que nous avons couru et auquel nous devons mettre fin avec une ligne claire qui est celle-ci. Entre la fuite en avant de M. Macron, qui est une folie, et la marche arrière de Mme Le Pen, qui est une folie, il nous faut une troisième voie qui est toute simple, qui se résume en une idée. Nous aimons l'Europe. Nous sommes européens. Et parce que nous aimons l'Europe, nous voulons la changer de manière radicale, en 3 directions. Tout d'abord, une Europe dont l'architecture institutionnelle sera totalement repensée. Rapatrions dans les nations et les patries 80% des compétences européennes que l'Europe est incapable d'assumer. Je pense à un certain nombre de normes plus ou moins absurdes, qui peuvent très bien être gérées par les territoires, au nom du principe de subsidiarité, et confions à l'Union européenne 10 grands projets, l'immigration, la politique agricole, la protection commerciale. Deuxième grand principe. Donc il n'y a plus de politique d'immigration française, il y a une politique d'immigration européenne. Oui, et je vais y revenir et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ceux qui vous diront qu'un pays, aujourd'hui, peut seul régler la question de l'immigration, il fait peut-être plaisir 5 minutes sur un plateau de télévision ou à la radio, mais cela n'a aucun sens. Ça ne veut pas dire, évidemment, ça c'est en maîtrise des flux migratoires et en gestion des causes de l'immigration. Tout ce qui est l'attribution, par exemple, d'aide sociale ou la gestion des migrations sur le sol national reste dans la compétence des États. Confions à l'Europe ce qui nous rend plus forts d'être à plusieurs et laissons aux États souverains ce qu'ils sont capables de gérer. Premier principe, cette nouvelle architecture institutionnelle. Deuxième principe, assumer l'idéal de protection économique et commerciale en particulier. Au nom de quel principe les ultralibéraux dirigent l'Europe depuis des décennies, ayant fait de l'Union européenne un courant d'air entre 2 océans. Les Chinois se protègent, les Russes se protègent, les Américains du Nord se protègent, les Sud-Américains se protègent à travers des traités commerciaux, et nous mettons en péril nos agriculteurs, nos ouvriers, nos industries, et on le voit à travers les difficultés qu'ont les Européens et les Français en particulier, par exemple, à taxer les géants du web et du numérique. C'est fondateur des traités européens. Il est écrit noir sur blanc dans les traités européens depuis l'origine que l'idée c'est de libérer non seulement un marché intérieur, mais également au niveau mondial de participer au libre-échange mondial. Mais en quoi c'est incompatible ? Je l'ai dit, je crois en la liberté. Je crois en la liberté de commercer, évidemment. Mais en quoi protéger, associer et ajouter à la liberté l'idéal de justice, est-ce incompatible ? Croyons-nous une seule seconde que les Américains, le peuple, le grand peuple de la liberté, n'a pas su, ce peuple, s'adapter année après année, à travers des présidents pourtant à la sensibilité différente, de M. Clinton à M. Trump, sur une politique de protection. Et que faites-vous si les autres partenaires européens ne veulent pas de protectionnisme européen ? Que faites-vous ? On laisse comme ça ou la France Eh bien, ça tombe bien.
et c'est ce que devrait faire M. Macron, il y a aujourd'hui, on le voit, de l'Europe de l'Est à l'Europe du Sud, une majorité des États européens qui souhaitent que nous basculions, tout en gardant l'idéal de liberté, dans un idéal de justice et de protection. Donc tendons la main à l'ensemble des partenaires européens et nous serons majoritaires sur ce sujet. Enfin, le troisième grand thème européen, c'est de redevenir une Europe des grands défis, de l'idéal et des rêves pour toutes les jeunes générations. À travers, par exemple, la recherche et l'innovation. Rendons-nous compte que les Chinois et les Américains achètent chaque semaine nos meilleurs chercheurs. Créons la plus grande université européenne de la recherche en rachetant les chercheurs qui sont partis aux États-Unis et en Chine pour inventer, nous, par exemple, les géants du web de demain qui respecteront en plus et nos principes de civilisation et nos données personnelles. Autre exemple, et c'est le dernier, mais il est tellement important, car les élections européennes vont avant tout se jouer sur la question de l'immigration. Vous avez M. Macron qui vous dit « on ne peut rien faire, la seule chose qu'on puisse faire, c'est de mieux répartir les migrants dans les pays de l'Union européenne. » Folie. Nous avons Mme Le Pen qui nous dit « barricadons-nous, fermons les frontières et tout cela réglé. » Faux. Vous avez 500 millions d'Européens, vous aurez en 2050 2 milliards 500 millions d'Africains en détresse. Ça ne se réglera pas ainsi. Nous proposons, et je propose en cet instant, que le président de la République prenne la mesure du problème, convoque un grand sommet européen à Paris ou à Marseille, en France, avec tous nos partenaires de l'Union européenne, tous nos partenaires africains, nos partenaires du Proche et du Moyen-Orient, pour créer, et l'argent existe, il est déjà distribué, un plan Marshall le plus important du monde, dans le prolongement de ce que propose Nicolas Sarkozy ou aujourd'hui Jean-Louis Borloo, pour s'attaquer à la cause de l'immigration, qui est la misère et la détresse des pays du Sud. Non pas en attribuant de manière aveugle cette manne financière à des gouvernements trop souvent corrompus, en associant chaque nation africaine à travers des projets concrets d'irrigation, d'aide alimentaire, de création de réseaux scolaires. C'est le grand défi de notre génération. Il est insupportable au nom de la dignité humaine de voir des millions d'Africains subir des migrations forcées, c'est-à-dire d'être obligés de quitter leur pays parce qu'il y a la guerre, parce qu'il y a la misère, parce qu'ils sont dans une situation de détresse absolue. Au nom de l'idéal européen, réconcilions l'Europe et l'Afrique et faisons de ce plan Marshall le grand défi mondial du XXIe siècle. Lorsque vous aurez un mouvement politique qui, de manière structurée, proposera cette Europe de la liberté et du respect de la souveraineté des peuples, cette Europe de la liberté et de la protection économique et commerciale, et cette Europe des grands défis, et sur la recherche et sur l'immigration, alors ma conviction, c'est que nous pourrons sauver l'Europe et la remettre à l'endroit. En tout cas, c'est tout le défi que je souhaite, avec Laurent Wauquiez, porter dans cette campagne européenne. Une dernière question de Laurent de Boissieu-Delacroix. Les Républicains ont été affaiblis notamment parce que Emmanuel Macron a siphonné le centre-droit, une partie de vos alliés et une partie même de votre parti. Demain, est-ce que pour l'alternance, soit au municipal ou ensuite à la présidentielle, est-ce que vous pouvez incarner l'alternance seul ou est-ce que vous trouvez des alliés et comme c'est bloqué sur votre aile centriste, plutôt plus à droite? Et je pense notamment au Rassemblement national. Une Non. courte réponse. Allez. Non. Depuis toujours, de manière claire, nous ne souhaitons pas d'accord avec le Rassemblement national pour toutes les raisons Même au qu'on municipal. connaît. Non. Ce que nous souhaitons, c'est de nous adresser à tous les Français. Ceux qui ont choisi M. Macron et qui se sont trompés. Ceux qui ont voté pour Mme Le Pen et qui se sont trompés. Ceux qui avaient pensé que M. Mélenchon, M. Bayrou étaient des alternatives crédibles. Ça n'est pas le cas. Nous devons, nous, les Républicains, nous adresser à tous les Français, sans exclusive, sans créer de hiérarchie entre les citoyens, et nous allier, en tout cas c'est ce pourquoi je plaide, et c'est la raison pour laquelle je suis régulièrement en contact avec Jean-Louis Borloo, moi je plaide pour une alliance, parce qu'elle est naturelle, elle est légitime, elle est indispensable, entre la droite, les Républicains, et les mouvements de centre-droit, parce que c'est ce que nous portons et ce que nous incarnons, et c'est sur les propositions que je viens de faire que nous pourrons redresser le pays. Eh bien, un grand merci, Guillaume Pelletier. On commence à y voir clair sur les stratégies de votre parti, Les Républicains. C'est la fin de cette émission Face aux chrétiens. Vous pourrez la retrouver dans son intégralité sur les sites de nos partenaires, La Croix, Radio Notre-Dame, RCF et KTO, bien sûr. Et bien évidemment, on vous dit à la semaine prochaine pour un autre rendez-vous. Et ce sera Jean Arthuis, député européen. Et là encore, bien évidemment, on reparlera de l'Europe. À la semaine prochaine.